Alors, au compteur, nous avons 3, 2, 1, c'est parti. Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre magazine Un œil sur la Centrafrique. Votre rendez-vous pour des échanges interactifs sur KDVox, Afrique Nouvelle Mag. Votre émission analyse et décrypte les grands sujets d'actualité sociopolitique, économique et culturelle en République centrafricaine. Désormais, tous les dimanches à partir de 14 h, temps universel, 15 h, heure de Paris, et 16 h, heure de Bangui, KDVox reçoit sur son canal ou sur son plateau des invités exceptionnels qui donnent leur point de vue sur les événements, comme je le disais tantôt, sociopolitiques, économiques et culturels marquants. Un œil sur la Centrafrique est avant tout une émission interactive, tant avec nos invités qu'avec vous, nos internautes. Vous pouvez intervenir en direct via notre plateforme, soit pour aujourd'hui, appelez au 06 69 79 21 49. Je répète, 06 69 79 21 49. Pour ceux qui appellent de l'étranger, depuis l'étranger, c'est le 00 33 6 69 79 21 49. Depuis l'étranger, 00 33 6 69 79 21 49. Donc voilà, peut intervenir, nous avons 1h20 d'émission, peut intervenir en temps réel. Alors pour cette troisième édition, nous allons recevoir aujourd'hui en direct de Paris le professeur Jean-François Akanji Kombe, professeur de droit à la Sorbonne et conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale en République centrafricaine, Abdoul Karim Mekassoua. Mais avant de passer la parole à notre invité, il va falloir que je vous explique un peu les thèmes à aborder aujourd'hui, en cette date. Pour le thème de ce dimanche 14 octobre 2018, nous allons faire un zoom sur les secteurs miniers et forestiers en République centrafricaine. Savoir comment ces richesses sont exploitées, sont commercialisées et sont réparties par les différents acteurs. C'est ainsi que lors des préparatifs de cette émission, nous nous sommes posé des questions suivantes. À qui profite l'exploitation des richesses centrafricaines? Le cas des ressources minières et forestières, essentiellement aujourd'hui. Comment sont octroyées les concessions d'exploitation? Que stipulent les textes officiels dans ce domaine? Quel cadre prévu vis-à-vis des populations locales, essentiellement aussi? Le cas de la localité de Sosona Kombo va être tout à l'heure abordé avec des témoignages certainement. Alors pour répondre à toutes ces questions et permettre à bon nombre de Centrafricains d'appréhender certaines lacunes ou avancées, bien entendu, dans ces deux secteurs, nous allons donner la parole au professeur Akanji Kombe. Professeur, bonjour. Bonjour, cher Roland. Alors, donc je pense que vous avez suivi un peu l'introduction de cette émission du 14 octobre 2018. Et, oui, bien sûr. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, qui ont été préparées et posées, surtout pour nos internautes qui ne maîtrisent pas autant le secteur minier ou le secteur forestier. Vous qui êtes d'emblée le conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale en République centrafricaine, mais aussi expert en droit, qu'est-ce que vous avez d'emblée à dire pour commencer cette émission, professeur, s'il vous plaît? Oui, cher Roca, et puis, chers compatriotes, je n'interviens pas ici. Ce n'est pas le conseiller juridique du président Mekassoua qui intervient ici. C'est un professeur de droit, un juriste centrafricain qui est intéressé aux questions concernant nos ressources naturelles depuis très longtemps. J'ai écouté comme vos autres auditeurs l'introduction que vous avez présentée et je partage avec vous le sens de la gravité du moment. Et la gravité du moment dans notre pays a un nom aujourd'hui qui est Sosona Kombo. Et Sosona Kombo, c'est un drame humain. Une personne est morte et
des étrangers ont été tués, des familles sont en deuil, une région est en deuil, mais surtout, Sossona Kombo pour moi aujourd'hui, c'est le symbole du dysfonctionnement national. Et ça peut être le symbole demain de la reconstruction nationale autour de la question des ressources naturelles ou des ressources minières. Sossona Kombo, je voudrais d'abord commencer par dire deux choses. Sossona Kombo, c'est l'indication que nous sommes dans un pays où nous ne tenons jamais compte des alertes. Il y a eu de nombreuses alertes. Une des dernières alertes, c'était le forum de Bangui en avril 2015. J'y étais et ceux qui étaient comme moi ont vu, ont entendu les représentants, je ne sais pas s'il y avait des représentants de Sossona Kombo, mais il y avait des représentants de la Mambéré KDI, des représentants du Omu, de la Basse-Koto, de la Haute-Koto, du Bakaga, de la Lobaye, etc. Et puis tous ont posé la question minière sur la façon de gérer jusqu'à maintenant, et la manière de le poser était très simple. Nous venons de telle localité qui est très riche. Nous voyons des exploitants étrangers arriver. Ils exploitent, ils emportent des camions qui s'en vont. Mais nous, nos enfants ne vont pas à l'école. Nous avons du mal à soigner nos familles. Nous voulons que pour l'avenir, on fasse en sorte que nous, on puisse en bénéficier aussi. Et cette alerte-là avait été très forte. Nos hommes politiques auraient dû l'entendre. Nous, citoyens aussi, aurions dû l'entendre. Et je finirai mon introduction en disant que vous vous souvenez sans doute, cher Oka, qu'avant d'être conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale, avec quelques compatriotes, nous avions créé un mouvement citoyen en 2015 qui s'appelle l'Union sacrée du peuple centrafricain. Et j'avais interpellé au nom de ce mouvement les différents candidats à la présidentielle sur la question minière, pour savoir quel était leur projet en termes de gestion de nos ressources naturelles, de gouvernance de nos ressources naturelles, et j'avais mis à disposition de tout un chacun un certain nombre de documents qui avaient été rendus publics par Wikileaks sur les malversations qui sont faites chez nous à propos des conventions minières, etc., des bonus, tout ce qu'on veut. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Une question d'intérêt national. Ok. Alors, professeur, vous êtes juriste, vous l'avez dit. Hein. Alors, dans l'article 33 du code minier, que cela soit code minier ou code forestier, bon, là où nous allons parler de code minier, il est stipulé que toute concession d'une partie du domaine, là c'est le code forestier, alors excusez-moi, toute concession d'une partie du domaine forestier de l'État en vue d'une exploitation industrielle est subordonnée à une consultation préalable des populations riveraines, y compris les peuples autochtones. Les modalités de cette consultation sont fixées par voie réglementaire. Alors, si on se réfère à ce qui se passe, à ce qui s'est passé à Sossona Kombo, on voit que l'article 33 du code forestier n'est pas du tout respecté, professeur, avant de parler du secteur minier. Parce qu'on voit la destruction, par exemple, pour exploiter les mines, on voit la destruction de la faune et de la flore. Donc, vous voyez un peu... Alors, Roca, la question que vous posez est une question essentielle. Il faut d'abord commencer par rappeler que ce soit le code minier, tout à fait, le code forestier, nous avons aussi un code de la faune. Et nous avons un code avec un objet plus général qui est le code de l'environnement. Tous ces textes procèdent de la même philosophie, de la philosophie que vous venez d'exposer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on touche au domaine naturel de la République centrafricaine, aux ressources naturelles de la République centrafricaine, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse de l'eau, il y a d'autres problématiques, notamment celle du renflouement du lac Tchad, qui est là derrière. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons aussi la question minière. Nous avons tout un tas de questions. À chaque fois qu'il y a une demande d'exploitation à des fins commerciales ou à des fins industrielles de ce domaine naturel, il faut tenir compte de l'environnement, non seulement naturel, mais de l'environnement humain et de l'environnement social.
Dans le domaine forestier, ça se manifeste de la manière donc, que vous avez indiqué, à savoir une consultation des populations locales sur la manière de conduire le projet et sur les impacts possibles sur cet environnement humain et social. Mais c'est la même chose dans le domaine minier. Dans le domaine minier, il y a, selon le code minier, une exigence d'étude d'impact avant même de souscrire à n'importe quel contrat, avant même de pouvoir donner un quelconque permis de recherche, avant ou d'exploitation. Il faut que l'État, qui est responsable de la conservation et de la gestion de nos ressources naturelles, fasse réaliser une étude sur ce que pourrait être l'impact de cette exploitation-là sur les populations locales, sur leur mode de vie, sur leur mode d'habitation, sur l'ensemble de l'environnement social et humain. Donc l'exigence que vous posez est une exigence essentielle et il appartient à l'administration de pouvoir vérifier que ces conditions-là sont remplies et même de procéder, selon ce que vous avez indiqué sur le code forestier, de faire procéder à la consultation des populations locales. Or, nous savons très bien que chez nous, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, cette consultation des populations locales n'a jamais lieu. À la place de la consultation des populations locales, on apporte des enveloppes. On apporte des enveloppes et pour des populations qui sont extrêmement pauvres, qui ont besoin d'aller acheter du sel, qui ont besoin d'aller acheter du riz ou du manioc, qui ont besoin d'aller acheter de l'huile, qui ont besoin d'acheter des petites choses pour leurs enfants pour pouvoir les soigner, de l'aspirine par exemple. Évidemment, vous amenez une enveloppe de 100 000 francs CFA, vous emportez évidemment l'adhésion à un projet qui peut être un projet nuisible, pas seulement pour l'environnement naturel, mais aussi pour nos populations, c'est-à-dire pour nos parents et pour la mémoire, y compris de nos ancêtres, parce qu'ils sont enterrés là. Alors, professeur, on continue sur quelques points essentiels, parce que là vous avez habillé le décor, on va dire ainsi. Est-ce que vous pouvez dire à nos internautes aujourd'hui, là vous avez parlé des enveloppes, mais aujourd'hui au niveau de l'État central à Bangui, comment sont octroyées les concessions d'exploration et d'exploitation avant d'arriver à la commercialisation de ces richesses en Centrafrique? Alors la question est réglée dans notre pays comme elle est réglée dans beaucoup de pays. Nous avons un certain nombre de règles de droit et ça commence depuis 2016 par notre Constitution. Je voudrais ici rappeler que notre Constitution prévoit en son article 60 alinéa 2 deux obligations pour l'État, pour le gouvernement. Première obligation, lorsque vous entendez souscrire une convention minière ou un contrat minier avec des étrangers, ce contrat ne pourra être conclu que si vous avez l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. La deuxième obligation dont on ne parle jamais, mais qui est tout aussi importante parce qu'elle est déterminante pour notre contrôle en tant que citoyen, c'est l'obligation pour le gouvernement de publier intégralement tout contrat minier qui a été signé. C'est la première règle. Ensuite, nous avons le code minier que vous avez évoqué et le code forestier ou le code de la faune ou le code de l'environnement. S'agissant des mines, le code minier prévoit que d'abord il prévoit un certain nombre de dispositions. Je crois qu'il faut faire des distinctions. Il y a d'abord l'exploitation des mines par les Centrafricains et par nos parents qui sont dans des communautés de base, ce qu'ils appellent des communautés de base, c'est-à-dire dans nos villages. Ils peuvent prendre leurs outils rudimentaires, aller creuser, trouver du diamant, trouver de l'or et le vendre. C'est ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Cette exploitation artisanale fait l'objet d'un minimum de contraintes en droit, parce que pour pouvoir exploiter de cette manière-là, il suffit d'une simple autorisation administrative et deux parents qui veulent se livrer à l'exploitation de la mine, enfin des minerais qu'il y a dans leur champ ou dans leur village ou à proximité de leur village, ont besoin de cette autorisation-là et peuvent se regrouper pour former des coopératives minières.
Maintenant, lorsque les étrangers arrivent, quelles sont les conditions? Les étrangers, d'abord, ils n'ont pas accès aux autorisations dont je viens de parler. La procédure est plus lourde pour les étrangers. Un étranger qui arrive chez nous doit pouvoir obtenir, en termes administratifs, 2 types de permis. D'abord, un permis d'exploration, ce qu'on appelle le permis de recherche. Et ensuite, lorsque, au bout de cette recherche-là, il a trouvé des gisements, il demande et l'administration peut lui octroyer un permis d'exploitation. Ce permis d'exploitation est nécessairement un permis d'exploitation industrielle. Or, le permis, si on combine notre code minier avec la Constitution, les permis dont je suis en train de parler s'appellent des titres miniers. Et le code minier prévoit que lorsque ces permis ou ces titres sont octroyés, l'État signe avec l'entreprise en question, l'entreprise étrangère en question qui doit avoir son siège aussi en Centrafrique, une implantation en Centrafrique, il signe une convention minière. Cette convention, c'est ce que la Constitution appelle un contrat minier et qui doit préalablement être présenté, le projet doit être présenté à l'Assemblée nationale et si il est autorisé par l'Assemblée nationale, le gouvernement peut aller signer et nous avons donc un contrat minier qui sera à la fois un contrat de recherche et d'exploitation, mais ensuite dans la gestion administrative, on va distinguer 2 temps. Le premier temps qui est le temps de l'exploration pour trouver les gisements, c'est le permis de recherche, et le deuxième temps qui va être celui de l'exploitation, qui permet, quand on a découvert les gisements, de pouvoir les exploiter industriellement. Je fais ces distinctions-là qui ont l'air un peu techniques, mais tout à l'heure, ça nous permettra de revenir sur la manière dont, dans notre pays, on contourne la règle de droit parce que des étrangers, par exemple, qui n'ont pas le droit de s'adonner à de l'exploitation artisanale qui est réservée à nos pauvres parents, on leur octroie des autorisations d'exploitation artisanale. Donc, pas nécessité de passer par l'Assemblée nationale. Et puis, des voies de contournement où, au lieu de donner un permis d'exploitation, on dit, allez, on vous donne un permis d'exploration et de recherche simplement, mais pendant ce temps-là, vous allez exploiter les minerais, et c'est ce qui s'est passé à Sosonakombo. Alors, là, vous avez effectivement, ça c'est une bonne transition. Nous allons prendre 1 à 2 minutes pour écouter ce que le président, l'ex-président de la jeunesse à Sosonakombo avait dit lors d'un reportage de nos confrères de la radio Zoukpana, la radio communautaire Zoukpana, par rapport à la situation des populations locales, exactement comme vous venez de le dire, un témoignage du défunt M. Dimbélé Ignace, qui a été effectivement la situation dramatique qui s'est déroulée, c'était suite à son décès sur le fleuve KDI. 2 secondes. Iba haitakuwa vile failitsala sokwa kiama sekaswa kina saseti sosula kwa ala kina na kusala lindi soka kisala so ala mtima amina kiana sosi ya kiawa kiruze tisamba chikodro amina ki awa kingo mosoro akala tibetise si na mekipika patara mbrimbi patara ti lazo na itatiti sosula kobo aikina ndoti amaseka na yati kodro à la place de la jeunesse dans la société. Et si on a la soupe qui a cette situation donc si à la question de ça là on a un équation qui a été développée sur cette situation là. C'est qu'il y a des journalistes dans cette situation à Zousou, à ça qu'on a mis l'état de ça, il y a ONG, il va l'avoir parce que à la monnaie place c'est jeunesse. Sans que la jeunesse s'appelle jeunesse à la yéyé ou jeunesse mara à la yézara na quoi jeunesse n'y a manqué à la ah ce soir un de quoi ça va le petit état à une sorte à la zaï jeunesse si ce soit comme yamba à la ça passe là et la jeunesse si ce soit comme dit tétene à tétene il faut qu'il y a baraka à qui la communauté
ina kasi yako lakini bien il va itakula lusa tene sala sala ki masikana ti controverse na kuko tenti beta na noti kusala maboko na ndu kwa sala ki ni tamba kitoko. Bon, merci monsieur le journaliste. C'est vite donné. Donc là, c'est le devin Dibélé qui est en train de parler actuellement. Les internautes qui sont en train de suivre. Mais comportement, tu as autour après, c'est tout. Beaucoup de bata, pendant ça que monsieur le maire, c'est vraiment dialogue avec la milieu. La jeunesse après, il y a une population complète, dialogue avec la pandémie à Kenya. Toi, tu sais, tu es là, tu es à coopérative chinoise, on a une soit 6. Toi, révélé tes petits, Nati, maman Diati Korotiani, Nati Mbeti, tu sois Irénie Kodomini, l'article 37 n'y a tenu, monsieur le maire, sous-préfet, préfet, fonctionnaire, agent de l'État, à Yesokweso, à la 43, qui ingérie de Retiala. Parce que Allah qui est déjà gay, qui parle banga, litige, ça que la militaire, il y a un albata. So, article 37, il faut éliminer la terre. So, quoi, il banni, il can aller dans le monde. Il va banni, ou le bas pour Inga. Et encore dans mon dessin, dans l'article 97, qui offre beaucoup pour éliminer la terre. Donc, on a un permis, on a une société, une coopérative. Quand je suis le ton pour ça, il faut le foot à ce soit à le terrain. À la fois, quand on a Yakatiala, ou à la Kana Bassentiala, ou à la Kana Yesitiala. So, à maman Diaso, à la bas d'aller au Kala, à la foutine. Ce point, c'est le meilleur. Ah, d'accord, on y a. Bon, on a monsieur le maire Monténémeka, limite. Si coopérative, tu m'as l'autre endroit, tu goûtes. Akida. Amasika. Mon enfant. T'as pas dit que ça, si pas de bail, tu dis, ah, mais Kagi, mon soroti, mais tout ça, c'est ça. Là, tu goûtes. Mbi, na, moukouna, à jeunesse, tu contrôles, lolo, ça la requête. Ça la yénati, désordre, ça la requête. Tu peux aller sous-préfet. Monsieur le préfet, il y a ça qui passe dans ce moment-là, pour me conduire de corps de ce moment-là, tout le monde. Encore, Abitimbi, Ousse, Abitimbi, Otani parce qu'il sous-préfet a provoqué des liens. Il a représenté coopérative. Donc, à bas, moi, le monsieur lui a ramené des jazz autour de cet état, pour ma sommet. Sinon, article ça, mais ça, cité que ce avait des fautes à faire, monsieur le maire, il y a comme des fautes à faire. Il y a jeunesse. Alors, professeur, allô? Écoute, j'ai bien suivi les reportages. Vous avez suivi? Alors, ça, la personne qui vient de prendre la parole après l'autre, c'était le président de la jeunesse, dont l'ancien président de la jeunesse, dit Mabeka dans la localité. Le rôle des autorités locales dans l'exploitation, dans la commercialisation des produits miniers dans la commune de Soussoula-Kombo. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Oui. Donc, pour nos téléspectateurs, d'après ce que vous venez de suivre, quelles sont les lacunes, quelles sont des ambiguïtés Alors, voilà. Dans tout ce que je viens de suivre, je tire d'abord une première conviction. C'est que nos règles de droit comprennent tous les cas de figure. Mais nous avons un problème au niveau de l'application. Je m'explique. La première des règles que j'ai l'intention de rappeler ici, c'est une disposition du Code minier, l'article 48, alinéa 3. Je vais le lire parce qu'il est très clair pour que tous les compatriotes comprennent. Aucun membre du gouvernement, aucun député, aucune autorité administrative, civile ou militaire, aucun fonctionnaire ou agent de l'État, aucun militaire en fonction ne peut se livrer à l'exploration, à la recherche, à l'exploitation, à la collecte, à la détention, au transport et à la commercialisation des substances minérales, ni prendre une participation dans une société quelconque. Fin de la citation. Pourquoi je cite cela?
Si cette interdiction existe, c'est parce que les autorités dont je viens de parler sont des autorités qui sont chargées de contrôler la gestion et l'application des différents contrats qui ont été souscrits. Ce sont ces autorités qui sont chargées, lorsque le permis a été concédé, de venir vérifier sur place que les termes dans lesquels ce permis a été concédé ont été bien respectés par le co-contractant, par l'autre partie, par l'entreprise étrangère. Or, nous savons très bien, et c'est vrai aussi à Sosonakombo, que certaines de nos autorités, locales et pas seulement locales, ont des intérêts dans les minerais. Comment voulez-vous être juge et partie? Comment voulez-vous contrôler des entreprises étrangères si vous avez déjà partie liée, si vous vous êtes entendu avec les entreprises étrangères? Comment voulez-vous? Hein? Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, puisque nous sommes ici sur des problématiques des populations locales, vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de consulter les populations locales avant tout permis ou toute autorisation. Tout à fait. Il faut ajouter à cela que le titulaire du permis de conduite, que ce soit d'exploration, de recherche ou d'exploitation en matière minière, a l'obligation, une obligation à l'égard de ses employés et de leurs familles, étant entendu que normalement, la plupart de ces employés doivent être les populations locales. Il a l'obligation d'abord d'assurer à ses employés des conditions de travail et de vie décentes. Et le Code précise très bien que cela concerne l'habitat, l'hygiène et la sécurité au travail. Et nous savons combien d'accidents de travail il y a dans ces conditions-là et comment on les traite. Et ça, c'est une obligation pour le titulaire d'un permis. L'autre obligation pour le titulaire du permis, c'est de contribuer au développement des collectivités qui sont non seulement les collectivités qui sont situées dans le périmètre du permis, mais aussi des collectivités riveraines, c'est-à-dire celles qui sont autour. Et le Code précise bien que cela inclut aussi la construction de voies d'accès, les routes, mais aussi la construction d'infrastructures sociales de base. Les infrastructures sociales de base, ce sont les écoles, ce sont les dispensaires, c'est tout ce qui peut contribuer à l'éducation, à la santé et autres de la population locale. Est-ce que les titulaires des permis le font? Nous savons que non. Mais la question qui mérite d'être posée, c'est est-ce que nos autorités se donnent les moyens de faire en sorte que ces obligations-là soient respectées? Sachant que ce que nous sommes en train de dire dans le Code minier, j'ai eu l'occasion de lire différentes conventions minières qui ont été signées, notamment avec des sociétés chinoises, dont des sociétés qui sont, je dirais, presque cousines à celles qui opèrent à Sosonakombo. Ces obligations-là sont encore plus détaillées dedans. Mais nous avons un problème chez nous, qui est celui du contrôle de l'application des obligations de nos co-contractants. Mais je le dis en termes juridiques, mais quand vous êtes à Bangui, vous voyez très bien que des enveloppes circulent, ou vous entendez parler d'enveloppes qui circulent, et les enveloppes tiennent lieu de contrôle ou d'éléments de contrôle sur ces sociétés-là, elles font ce qu'elles veulent. Ok, professeur, alors là, nous sommes en train d'avancer un peu dans ce... Après, je vais vous libérer. Dans cette analyse, vu la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de Sosonakombo, est-ce que, selon vous, dans le cas espèce, on va dire, dans le cas d'espèce, selon vous, quelles sont les responsabilités à dégager de cette affaire? Et nous avons aussi suivi les dernières nouvelles. Il y a eu des arrestations, effectivement, des gens qui ont pris part au lynchage jusqu'à mettre à mort les Chinois suite à la disparition du président de la jeunesse de Sosonakombo. Après quelques jours, on a retrouvé son corps calciné. C'est que certains pensent comme quoi c'était un assassinat. Selon vous, quelles sont les responsabilités à dégager de cette situation juridiquement? Vous savez, sur des faits criminels comme ceux que vous venez d'évoquer, il y a une responsabilité première qui est la responsabilité de l'État, qui a l'obligation à travers l'administration concernée et ses services d'enquêter, de trouver les coupables et de les sanctionner. Et si l'État, dans un pays normal,
lorsque les autorités judiciaires et policières de l'État manquent à cette obligation-là, on engage la responsabilité de l'État au plus haut sommet. J'ai bien dit, dans un pays normal. Oui. Mais tous ceux qui m'écoutent se poseront la question comme moi, est-ce que nous sommes un pays normal? Mais bon, ceci, l'obligation, la responsabilité est celle-là. Ensuite, nous avons, en termes d'inspection, les permis, lorsque les permis sont mis en œuvre, il y a un accompagnement administratif par le ministère des Mines, lorsque nous sommes en matière minière, ou par le ministère des Forêts, des Eaux et Forêts, lorsque nous sommes en matière forestière. Cette administration dispose d'un corps de contrôleurs, c'est-à-dire d'administrateurs qui sont chargés de l'inspection, du contrôle, avec comme guide le contrat qui a été signé. Vous avez pris tel engagement, est-ce que vous l'avez tenu? Vous avez pris l'engagement de payer les salariés centrafricains à temps, est-ce que vous avez tenu cet engagement? Vous avez pris l'engagement de veiller à ce qu'ils aient un bon habitat, est-ce que vous avez construit les habitations pour cela? Vous avez pris l'engagement qu'ils soient bien soignés, est-ce que vous avez mis en place un dispensaire? Ce contrôle-là, cette inspection-là n'existe pas chez nous. Il n'existe pas de fait. On nous dira aujourd'hui, c'est parce que le pays est tenu par les groupes armés. Mais posez-vous la question, est-ce qu'avant que les groupes armés investissent notre territoire, est-ce que nous avions déjà un contrôle effectif de ces corps d'administration-là? Je ne sais pas. Oui, professeur, alors moi j'ai essayé, avant cette émission, bien entendu, je me suis rapproché des autorités minières de la ville de, enfin d'impôts, ceux qui font le recouvrement au niveau de la ville de Beverati, qui font le recouvrement dans la Mambéry KDI. Effectivement, j'ai échangé avec certains fonctionnaires pour le recouvrement des taxes, que cela soit des taxes forestières, minières, mais il y a eu un problème au niveau de Sosona Kombo. Parce que, comme le disait tout à l'heure le président de la jeunesse, l'autorité locale, qui est le maire, pense que les ONG ne peuvent pas payer des taxes. Donc, du coup, les efforts déployés par les fonctionnaires qui ont quitté Beverati pour aller faire le recouvrement ont été vains. Donc, aujourd'hui, ils ont lancé une procédure pour que ces ONG avec les multinationales chinoises puissent au moins s'acquitter de leur redevance. Donc, moi, je me demande, est-ce que c'est prévu dans les textes? C'est prévu dans les textes? Bien sûr. Mais bien sûr les que ONG qui ne puissent pas payer leur redevance minière. Dans le code minier, dans le code minier, il y a un chapitre entier sur le traitement fiscal de l'exploitation minière et sur le traitement, le régime douanier de l'exploitation minière. Les règles existent. Et même les taux sont fixés par la loi. Maintenant, ce que vous évoquez là ne relève pas du droit, mais relève, je dirais, presque d'une entente mafieuse dans notre pays. On ne peut pas dire qu'une ONG n'a pas le droit de payer parce que, premièrement, une ONG n'a pas le droit d'exploiter les mines chez nous. Le code minier prévoit que ce ne peut être, s'agissant d'organisations étrangères ou en tout cas d'entrepreneurs étrangers, que des sociétés, des entreprises, et non pas des ONG. Le fait qu'une ONG exploite des mines est non seulement une irrégularité au regard de notre loi, mais c'est quasiment une insulte, et c'est une entente. Peut-être que je vais un rectificatif, mais après, ce sont les populations locales qui appellent ces coopératives, ces groupes de coopératives, des ONG. Donc, est-ce que les coopératives et les ONG ont les mêmes statuts juridiquement en Centrafrique? Voilà ma question. Alors, vous posez là une excellente question. Dans le code minier, la coopérative ne peut être qu'une coopérative artisanale. C'est une coopérative d'artisans. Il est donc composé d'artisans miniers. Le code minier dit très clairement que ne peut être artisan qu'une personne de nationalité centrafricaine étant membre de la communauté de base locale. L'artisanat est fait pour nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans la région, qui découvrent des minerais dans leurs champs, qui vont découvrir dans leurs concessions, qui vont découvrir aux abords de leur lieu de vie. L'artisanat
Ils disent d'ailleurs artisanat semi-mécanisé, exploitation artisanale semi-mécanisée. Ça veut dire que vous allez utiliser de la houe pour faire ça. Vous allez utiliser des machettes, vous allez utiliser des baramis. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des machines. À Sosona Congo, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons des machines sophistiquées qui viennent. Ça, c'est de l'exploitation industrielle et ça ne relève pas de l'artisanat. Ça ne relève pas de l'artisanat. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de fraude à la loi, voire de fraude à la Constitution, c'est ça. On dit, on va donner à des entreprises étrangères le statut de coopérative minière. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt est très simple. Parce que, en matière d'entreprise, de coopérative minière, puisque ce sont des Centrafricains, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de contrat qui ne peut être signé qu'avec des étrangers. Or, si vous voulez signer un contrat, il faut passer par la case Assemblée nationale, par la case autorisation par l'Assemblée nationale, et par une augmentation des contrôles sur l'exploitation. Et donc, ce sont des fraudes à la loi, ce sont des fraudes à la Constitution. Et qui ont pignon sur rue à Sosona Congo comme ailleurs. Alors, pour vous libérer dernière question, est-ce que vous aurez aujourd'hui un mot à adresser à ces Nagata, comme on les appelle communément en République centrafricaine, mais aussi aux autorités centrafricaines? Quelle place les autorités réservent à Sénagbata, et pour ne pas avoir une telle frustration comme ça se passe actuellement dans la localité de Sosona Congo, dans d'autres localités, bien entendu, minières et forestières de la République centrafricaine. Parce que là, on a pris un exemple, le cas typique de Sosona Congo, mais nous savons qu'aujourd'hui, les mines sont exploitées un peu partout en Centrafrique, que cela soit au centre, au nord, au sud, un peu partout. Mais pour éviter le cas de Sosona Congo, ce drame, 4 personnes qui ont perdu la vie, même c'est des partenaires, donc on déplore aussi au niveau de la rédaction, nous déplorons cette situation. Quel serait le mot de la fin, professeur, par rapport à cette situation et par rapport à ce thème aujourd'hui, en cette date du 14 octobre 2018? Le mot de la fin, cher Rocarola, c'est une idée à laquelle je tiens particulièrement, mais qui n'est pas seulement une idée, qui a été traduite dans notre Constitution par, regardez bien en préambule, notre Constitution de 2016 parle de souveraineté sur les ressources naturelles. Ce que je veux dire, c'est que chaque ressource, et dans notre pays, nous avons plus de 480 indices miniers qui couvrent toutes les régions, toutes les préfectures, je dirais même presque toutes les communes. Ces ressources, c'est le patrimoine, je répète, patrimoine des Centrafricains. Et les populations dont vous êtes en train de parler, les jeunes dont vous êtes en train de parler, ils font partie du peuple centrafricain, c'est leur patrimoine aussi. Et nos textes permettent d'opérer une répartition entre ce qui revient à notre nation dans son ensemble reversé au budget de l'État, et ça figure au code minier, au code forestier, au code de la faune, ce qui revient à notre nation dans son ensemble, mais ce qui doit revenir à ceux qui sont le plus près de la ressource. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'eux sans parler prioritairement de la jeunesse, et elle va en profiter, y compris en termes d'activité, d'embauche, de rémunération équitable et de conditions de travail dignes. Tu ne peux pas, sur ce qui relève de ton patrimoine, être traité comme un esclave. Voilà le mot de la fin. Mon mot de la fin. Professeur Akanji Combé, je vous remercie d'avoir pris tout votre temps malgré les occupations et d'avoir répondu à toutes ces questions, surtout pour nos internautes qui aujourd'hui, je pense, après ce brillant exposé, ont dû avoir quelques idées exactes à un moment diatique quadratique, comme on le dit, sur le code minier et le code forestier de la République centrafricaine. Je vous remercie, passez un très bon dimanche. Cher Rocarola, c'est moi qui vous remercie. Je ne vous dirai pas que j'ai été très heureux de parler aux patriotes parce que la question est tellement grave que, en tous les cas, merci de m'avoir permis d'échanger avec eux. Voilà, merci beaucoup. Donc je rappelle à nos internautes, ceux qui ne sont pas arrivés à temps, que vous êtes professeur de droit à la Sorbonne, mais aussi vous occupez le poste de conseiller juridique
du président de l'Assemblée nationale en République centrafricaine. Bon après-midi à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.